Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Crash d'un aéronef en terre mauritanienne. L'avion qui a décollé de l'aérodrome de Podor s'est écrasé à 5 km de Djatar, occasionnant la mort du pilote français à bord. Retour sur cet accident tragique avec les éclairages de Xavier Diatta, mécanicien avionique. Inauguration en grande pompe du Dakar Arena par le président de la République. Le joyau d'un coût de 66 milliards fait le bonheur des populations environnantes. Recrutée pour les besoins du projet, elle souhaite à présent être employée à temps plein au niveau de l'infrastructure. 4 milliards pour sécuriser pas moins de 24 marchés au niveau national. Le directeur général de Sénélec a démarré sa tournée au marché Liberté 6 Extension. Objectif, mettre fin aux branchements clandestins et sauvages, source d'incendie dans nos marchés. Et puis, danger signalé sous la colline des Mamelles, la recherche de pierres ponces, une activité clandestine qui consiste à casser des pierres de la colline et qui peut à terme créer son affaissement. Dans cette édition, les éclairages de Mahamad Djen, géologue à l'Institut des sciences de la Terre. Voilà pour les titres, le développement. Rebonsoir à tous et je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Crash d'un aéronef à 5 km de Djatar en terre mauritanienne. L'avion a décollé à 5h45 de Podor. Il effectuait une opération de pulvérisation de produits phytosanitaires dans le but d'enrayer la menace des oiseaux granivores sur les cultures de riz dans la vallée du fleuve Sénégal. Bilan, un mort. Le pilote français qui conduisait donc cet aéronef en ligne avec nous, Xavier Diatta, expert en aviation civile et mécanicien avionique. Monsieur Diatta, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors, pouvez-vous revenir avec nous sur les causes techniques de cet accident? Il serait trop tôt, Sarah, de revenir sur les causes techniques, parce que vous savez, chaque fois qu'il y a un incident ou un accident, il y a ce qu'on appelle le bureau enquête accident, qui statue là-dessus pour voir exactement toutes les causes exogènes et endogènes qui peuvent être à l'origine de cet accident. Donc pour le moment, on ne peut pas parler de cause, on ne peut pas dire exactement voilà ce qui s'est passé, c'est ce qui a été à l'origine d'accident, tant que l'enquête n'est pas bouclée. Alors ce crash, il faut le dire, M. Diatta vient s'ajouter à une liste d'accidents. Ça nous rappelle le crash de Sénégal Air en 2015, le crash de l'hélicoptère de l'armée en mars dernier. Finalement, est-ce que ces crashs mettent à nu des dysfonctionnements au sein de l'aviation civile? Vous savez, l'aviation civile, c'est un tout. Bon, si on veut parler d'une responsabilité, peut-être d'une responsabilité managériale au niveau des compagnies en elles-mêmes, peut-être, ça je ne pourrais savoir exactement ce qui se passe dans le cadre justement des protocoles d'entretien pour la maintenance curative et préventive. Mais tout ce que je sais, c'est que le Sénégal a mis des dispositifs assez drastiques auxquels tout promoteur en aviation civile ou dans le cadre du travail aérien doit se conformer. Merci beaucoup, Monsieur Diatta, pour ces éclairages. Nous n'excluons pas de vous reparler certainement, peut-être dans d'autres éditions, pour avoir beaucoup plus de précisions sur cet accident tragique. Tout de suite, donc, nous parlons de l'inauguration du Dakar Arena, une inauguration en grande pompe. Le président Macky Sall et tout son gouvernement ont assisté à la cérémonie et en direct avec nous tout de suite, cher Tidiane Diao. Cher, bonsoir. Bonsoir Sarah. Alors, pouvez-vous revenir sur les temps forts de cette cérémonie d'inauguration? Oui Sarah, si vous l'avez dit et souligné, le président de la République a inauguré Dakar Arena en bijou de 15 000 places, qui a refusé du monde ce soir. Oui, il y avait, les gradins étaient pratiquement pleins, c'était la fête. Dakar Arena, une salle magnifique de dernière génération, pratiquement tous les sportifs de ce pays étaient présents, que ce soit ceux du football, de la boxe, du karaté, du hand. Maître Augustin Senghor, nous l'avons rencontré ici lui-même, qui a été très content d'avoir entendu le chef de l'État qui a promis ici, sur le même site, d'ici 3 ans, l'inauguration d'un stade de football
de 50 000 places. On a vu la maquette, c'était absolument magnifique. Et vraiment, toute la salle a apprécié. Sarah, bon, il faut le dire, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de spectacles de son et lumière dans cette salle de Dakar Arena où le président de la République donc, vient d'offrir au monde du basket cette salle magnifique. Maintenant, le défi qui s'impose à la population sénégalaise, c'est d'essayer de maintenir cette salle. La maintenance, certainement, qui va poser problème si on sait qu'ici, nos infrastructures disparaissent ou se dégradent en un laps de temps. Mais quand même, avec ce bijou-là, on n'a pas ce droit. Et là, toutes les personnes qui étaient présentes sur cette salle, dans cette salle le savent. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur l'inauguration du Dakar Arena, un joyau de 66 milliards de francs CFA. Voilà, donc nous parlons de tout à fait autre chose à présent, de pénurie plus précisément, avec des robinets toujours à sec dans certains quartiers de Dakar. C'est le cas à Ben Tali où la situation date d'avant la Korité, donc un peu plus de 2 mois maintenant. Un dysfonctionnement qui agace les habitants. Ils demandent le retour de l'eau au plus vite. Maïmouna Ndiaye. Une seule interrogation sur toutes les lèvres. La longue pénurie d'eau freine les activités pour ces habitants du quartier Ben Tali. Tous les jours, je me lève très tôt pour remplir les bouteilles, mais rien. Dans ce quartier, l'eau ne coule plus des robinets. Cette restauratrice parcourt des kilomètres pour remplir ses bouteilles. Un calvaire qui dure des mois. Gérer un restaurant sans eau, c'est pas facile, c'est très difficile. Actuellement, nous n'avons même pas de quoi laver la vaisselle. Nous parcourons une très longue distance pour allier notre lieu de travail. Cet éleveur aussi vit la même situation. Il ne sait plus à quel sein se vouer. Supposons moi mi nga xamné ni dama doon fay 2300 ndox ci sama appartement. Avant je payais 2300 francs, je vis toujours dans mon appartement et ma facture s'élève à 8900 francs dernièrement. Pour les réclamations, je n'en parle même pas. Ils nous disent qu'il faut fermer les robinets en cas de coupure, mais franchement ce n'est pas normal. Facture di yok mais franchement nit ñi sonn nañ ci ndox. À quand la fin de la pénurie d'eau? Ces populations de Ben Tali prennent leur mal en patience en attendant de voir une solution définitive. Et puis hors de Dakar, un litige foncier oppose les 2 communes de Cap Gay et Darou Khoudoss, 2 contrées limitrophes à cheval entre la région de Louga et celle de Thiès. Une inégalité territoriale qui requiert des correctifs dans les meilleurs délais pour éviter des affrontements entre habitants de ces communes. Tchernofal. L'absence de délimitation entre les 2 communes appartenant à 2 régions différentes, à savoir celle de Louga et de Thiès, est à l'origine des différends que vivent les populations des 2 localités concernant la gestion du foncier. Je me demande comment la commune de Darou Khoudoss peut affecter des terres dans la commune de Cap Gay et dans des surfaces qui appartiennent à notre. Chaque jour, nous voyons des gens venir de nulle part pour s'accaparer de nos terres sans que nous soyons informés. Des conflits qui risquent de détruire la bonne cohabitation entre les Wolofs et les Peuls qui jusque-là gardaient de très bonnes relations. Aujourd'hui, ces villageois se disputent tous les jours à cause des problèmes sur le foncier. Ce sont des gens à qui nos parents avaient offert l'hospitalité à leurs grands-parents. Aujourd'hui, ils se croient tout permis, ils sont en train de nous prendre nos champs. Et ça, nous ne l'accepterons plus. Ces champs appartenaient à nos grands-parents qui les cultivaient depuis 9 ans. C'est nous qui travaillons sur ces terres. Face à cette situation qui risque de s'aggraver, les habitants de la localité réclament la délimitation des 2 communes pour préserver la paix sociale. Nous réclamons la délimitation des 2 communes parce que cette situation est en train de nous diviser. Vraiment, nous demandons aux autorités de venir régler ce problème définitivement.
Pour le moment, avec l'intervention des forces de l'ordre qui veillent au grain, les populations gardent toujours leur calme. Le commandant de la gendarmerie de Kébémer, qui était sur les lieux pour constater la situation, a demandé aux villageois de suspendre tous les travaux sur les champs qui font l'objet de litiges jusqu'à la résolution de ce problème de délimitation. Retour dans la capitale, une administration plus performante et plus au service des citoyens. C'est ce que recommande la plus haute autorité de l'État. Au lendemain de sa déclaration, les acteurs du secteur se prononcent. Eh bien, ils exigent plus de contrôle dans les directions pour redorer le blason de la fonction publique. Cheikh Hassan Nafal. L'administration sénégalaise va mal et c'est le président de la République qui tire la sonnette d'alarme. Un malaise qui résulte de la combinaison de plusieurs faits énumérés par le secrétaire général du syndicat des cadres et employés de l'administration publique. Le grand problème, ce sont la plupart des directeurs qui sont nommés et qui viennent avec un esprit de clan. Il y a un véritable problème de gestion des ressources humaines qui commence d'abord par le recrutement. Ces gens de dérive sont quotidiennes dans l'administration. Les gens utilisent leur position pour brimer leurs agents, pour brimer le personnel. Et aujourd'hui, les usagers ne se retrouvent pas dans cette administration. Des agissements non justifiés et nuisibles pour l'administration sénégalaise, mais aussi pour l'État. Mais aujourd'hui, l'administration sénégalaise serait une coquille vide. La conséquence, c'est ça, parce que les gens auront le manteau d'agents de l'administration, mais qui vont officier dans le privé pour se faire du pognon sur le patrimoine de l'administration, avec le matériel et même les ressources humaines de l'administration. Des rectificatifs sont proposés par Maktar Dabo pour sauver l'administration. Il faut beaucoup plus de contrôle. Beaucoup plus de contrôle. À commencer d'abord au niveau des IAF qui sont dans les ministères, de renforcer ces IAF de personnel, de renforcer, d'élargir leur mission dans le cadre de la gestion axée sur les résultats, prévoir des entités beaucoup plus renforcées en personnel et avec des missions beaucoup plus élargies sur la formulation, la mise en œuvre, c'est-à-dire le suivi et évaluation. La gestion clanique dans les directions, le clientélisme politique pour l'occupation de certaines fonctions ou l'incompétence de certains fonctionnaires, voilà des faits longtemps décriés dans l'administration publique sénégalaise et qui, à la longue, peuvent mener à la perte des objectifs visés par le plan Sénégal émergent. Et nous parlons à présent de ce séminaire de renforcement des capacités en suivi, évaluation des politiques publiques. La première édition s'est tenue ce matin, une initiative conjointe du cabinet Sogemap en partenariat avec l'État du Sénégal et la délégation du Québec. Compte rendu Swadou Ndiaye. Et donc dans chaque ministère, vous allez trouver une cellule, un service ou une direction chargée de l'évaluation des politiques publiques et du suivi de la mise en œuvre des politiques publiques. Et il y a un dispositif aussi de cadre harmonisé de suivi et évaluation des politiques publiques qui va jusqu'au chef de l'État à travers la réunion annuelle conjointe. Donc, si vous voulez maintenant un bon système de suivi et de bonnes évaluations, il vous faut former les acteurs. Ils ont déjà été formés à certains égards, mais il faut toujours renforcer. Donc nous avons fait profiter un certain nombre de départements ministériels à cette formation. C'est une formation de haut niveau qui vient compléter tous les modules que les uns et les autres ont eu à suivre jusqu'à présent. Parce que vous savez, en termes de connaissances, vous pouvez toujours avoir des acquis, mais c'est dans les détails que vous découvrez que vous avez toujours quelque chose à apprendre. Oui, c'est notre première édition et nous voulons lancer un appel en direction des autorités à nous accompagner parce que nous voulons également mobiliser d'autres compétences qui sont au Canada, qui sont ailleurs, mais que nous voulons également faire de sorte que dans tous les secteurs de la vie économique qui seront identifiés par l'État, que nous puissions apporter les expertises nécessaires afin que le Sénégal puisse véritablement rester cet acteur incontournable sur la scène internationale. L'actualité, c'est également ce programme de sécurisation des marchés. Le directeur général de Sénélec veille au grain. Makhtar Cissé s'est rendu au marché Liberté 6 Extension ce matin, première étape de sa tournée.
Objectif, s'assurer que les marchés ciblés au niveau national sont aux normes, mais que tout risque d'origine électrique y est écarté. Pour rappel, ce programme de 4 milliards concerne 24 marchés au niveau national. Cher Diop. Plus de branchements électriques pour ravitailler les consommateurs, de nouveaux compteurs de charge à la place des fils électriques. La Sonatel engage ce nouveau programme. Le directeur général de la Société nationale de l'électricité s'est rendu au marché de Liberté 6 Extension pour revenir sur l'importance d'une telle initiative. C'est un flux ininterrompu de personnes qui fréquentent les marchés au Sénégal. Ne serait-ce que pour cette raison, nous devons en assurer la sécurité. En plus de cela, les marchés sont dépositaires de milliards de patrimoine de plusieurs milliers de Sénégalais qu'il faut également sécuriser. 25 marchés vont profiter de ce programme national. L'État du Sénégal, soutenu par les partenaires, veut mieux faire face aux accidents liés au court-circuit électrique. Nous avons commencé sur les fonds propres de Sénélec et ce marché que nous avons visité aujourd'hui avec le poste par lequel nous avons commencé. L'ensemble des installations ont coûté à Sénélec 91 millions de francs CFA. Et le financement acquis de la Banque mondiale fait aujourd'hui à peu près 4 milliards de francs CFA et avec ce financement, nous allons couvrir l'ensemble des marchés que nous avons ciblés. Une vieille doléance est prise en compte par la Sénélec, la municipalité et les commerçants apprécient. On nous a admis dans ce projet et aujourd'hui, vous avez vu que dans ce marché-là, on peut tout relever sauf qu'il n'y a pas de sécurité. Il y a une sécurité maximum sur les installations électriques. J'ai des machines. Ma facture d'électricité s'est élevée à 10 000 francs le mois. Donc cette initiative m'arrange vraiment. Un programme de mise aux normes des marchés par la sécurisation des personnes et de leurs biens. Une préoccupation des autorités. Après le marché de Liberté 6 Extension, c'est au tour du marché de Colobane. Et puis en marge de cette visite, Makhtar Cissé a été interpellé sur les délestages annoncés dans la capitale sénégalaise. Le directeur général de Sénélec ne donne aucun crédit à cette information. Nous l'écoutons toujours au micro de Cher Diop. Depuis qu'on les annonce, je constate que nous continuons à avoir de l'électricité, n'est-ce pas? Donc le plus important, c'est de continuer à travailler tous les jours pour assurer la continuité de la fourniture de l'électricité. L'État du Sénégal a consenti trop d'efforts pour redresser Sénélec, pour la mettre à niveau, pour mettre à niveau le système, pour lâcher prise dans le dernier virage. Allez, la santé à présent avec ces chiffres. 80% des financements pour l'accès aux soins de certaines maladies telles que le sida ou encore le paludisme viennent de l'extérieur. Des statistiques qui mettent à nu les nombreux manquements de la stratégie nationale de financement de la santé. Une raison qui aujourd'hui a poussé la société civile à se lancer dans un plaidoyer. La plateforme pour le financement de la santé a rencontré les députés de l'hémicycle ce matin. Nous écoutons le vice-président de cette plateforme au micro de Dissa Prera. Les problèmes, on va dire, les plus saillants en matière de financement de la santé, 80% des financements dépendent de l'aide extérieure. Et vous savez que nous sommes dans une situation de raréfaction des ressources au niveau mondial pour faire face à ces épidémies. Il était crucial, en tout cas, de considérer une stratégie nationale de financement de la santé. Le président de la République a lancé la stratégie de financement de la santé donc, du Sénégal pour 2018-2022. Donc il était important, après plusieurs mois, que nous avions constaté au niveau de la société civile que depuis ce lancement-là, il n'y avait pas de frémissement pour montrer que les autres partenaires accordaient une certaine importance dans la mise en œuvre adéquate de cette stratégie nationale de financement de la santé. Et puis pour l'Aïd el-Kébir, la région de Kolda attend cette année pas moins de 20 000 béliers, mais jusque-là, pas de moutons dans les points de vente. Les quelques rares béliers de race Ndama s'écoulent petit à petit. Toutefois, les opérateurs sont optimistes. Les autorités, quant à elles, promettent de faire des efforts pour une bonne tabaski. Abdoulaye Diallo.
À quelques jours de la Tabaski, les béliers se font désirer au Fouladou. Les foirailles de Kolda sont jusque-là vides. Malgré cela, les opérateurs sont optimistes. Pour le moment, il n'y a pas de moutons. Ceux qui sont là ne sont pas aussi nombreux, mais nous pensons que dans la semaine, les moutons vont arriver. Pour une autosuffisance en moutons de Tabaski au Fouladou, cette année, la région de Kolda attend 20 000 béliers. 20 000 moutons, donc c'est l'estimation de la demande régionale, c'était la même chose que l'année passée. Parce que l'année passée, on avait reçu 13 033 moutons, donc ce qui nous a permis vraiment d'être autosuffisants. Donc je pense que nous sommes vraiment dans cette même optique. La Tabaski va coïncider avec le plein hivernage à Kolda, l'accès au point de vente entre le sommet des usagers de ces lieux. Mais des solutions sont en vue. Depuis un bon moment, la Tabaski se passe en hivernage. Maintenant, on est habitué à cela. Et pour cela, il faut mettre l'accent sur les points de vente. Et je pense qu'on a bien discuté avec Madame le maire, avec Monsieur le maire autant pour moi, pour voir par rapport à l'accessibilité, pour éviter qu'il y ait une inondation au niveau de ces points de vente. Et on a même pensé à essayer de rembler, ainsi de suite, pour voir. Et je pense qu'on est dans ces dispositions avec Monsieur le maire pour voir comment on va faire pour vraiment que ces sites de vente puissent être vraiment accessibles. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour une bonne opération de Tabaski à Kolda. Actualité politique à présent avec le rappel, le rassemblement pour la pérennisation du libéralisme, cette nouvelle alliance initiée plutôt par d'anciens compagnons de Maître Wade et qui s'investit désormais dans la réélection du président Macky Sall. Une mission, on va dire, certes pas impossible, mais qui risque d'être laborieuse, Khady Attala. À quelques encablures seulement de la présidentielle, le rassemblement pour la pérennisation du libéralisme est porté sur les fonds baptismaux, avec sûrement les bénédictions du président de la République, par ailleurs candidat de Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle de 2019. Les acteurs du rappel ont trouvé une manière subtile pour pouvoir se rapprocher du chef de l'État, après avoir usé de tous les subterfuges en vain, à cause de l'intransigeance de certains caciques de l'APR qui se sont toujours opposés à leur adhésion dans le parti en particulier et dans la coalition en général. La cohabitation entre les différentes structures ne va pas être facile avec des acteurs qui se sont toujours regardés en adversaires politiques. Quel va être le rôle de l'organisation Rappel qui déclare œuvrer pour le maintien des libéraux au pouvoir, mais pourtant il combattra d'autres libéraux, notamment ceux du Parti démocratique sénégalais. Va-t-il réussir sa mission? Les différents acteurs du rappel font-ils le poids pour faire basculer la balance électorale? Leur contre-performance aux dernières joutes dans leurs localités respectives en dit long. Auront-ils le rôle de déstabilisateur du Parti démocratique sénégalais après avoir commencé à faire dans le déballage et des accusations sur les conditions de libération de Karim Wade? Une pratique politicienne propre aux acteurs sénégalais et qui est aux antipodes de l'éthique politique. À quelques mois de la présidentielle, d'autres structures favorables à la majorité vont sûrement naître. Il appartiendra à Benno Bokk Yakaar, très vulnérable, de tenir bon pour éviter le phagocytage ou même la dislocation. Et des questions qui trouveront réponse certainement en février 2019, à l'heure où les autorités souhaitent relancer l'attractivité plutôt touristique de Saint-Louis. Un bien triste décor sur les plages de l'hydrobase, des ordures inondent la rive, une situation qui pose avec acuité le rôle de l'État mais aussi des citoyens dans la préservation de l'environnement et du cadre de vie. Ousseynou Diop. En cette période de vacances, la plage de l'hydrobase est le lieu de rendez-vous de milliers de jeunes venus des 14 régions du Sénégal, mais elle a complètement changé de visage à cause des ordures jetées par les vacanciers. Cette saleté-là, c'est un frein parce que tout le monde sait que la malpropreté favorise la maladie. On n'a pas besoin d'avoir une plage comme ça. Cette plage doit être nettoyée de part et d'autre. Et puis la population locale qui vient ici, chacun vient avec ses sachets, mais au retour, il les jette sur le sable, il les laisse là. Vraiment, la situation à la plage de l'hydrobase est inquiétante. Il y a beaucoup d'ordures et cela peut faire fuir les touristes. C'est pourquoi nous appelons tout le monde à s'unir pour rendre propre cette plage qui accueille chaque année en cette période des milliers de jeunes. Saint-Louis est une ville touristique et la plage joue un rôle essentiel pour recevoir les touristes. Mais avec les ordures qui accueillent les autres, la présence des touristes est presque inexistante. Gérants et jeunes de Saint-Louis décrivent ces comportements. C'est une ville qui est typiquement touristique et à l'histoire. Donc la seule chose qui puisse mener cette ville à l'avant,
c'est la propreté, quoi. Il est rare de voir les autorités locales initier des actions de ce genre pour rendre propre la plage de l'hydrobase. Le plus souvent, ce sont les jeunes qui prennent ces initiatives au grand bonheur des gérants. Parce que tout touriste qui vient ici, c'est qu'il lui met Saint-Louis et Sal, surtout cette plage. On demande au monsieur le maire, surtout Mansour Faye et sa commune, de mettre la main dessus sur la plage. C'est important. La plage de l'hydrobase, qui était jadis au luxe, est aujourd'hui abandonnée par les touristes. Donc, ce que nous voulons, c'est qu'elle soit entretenue. Et pour cela, seules les autorités compétentes peuvent nous accompagner. La plage de l'hydrobase est aujourd'hui polluée par les ordures. Les autorités ont l'obligation de veiller à sa propreté pour tendre la perche aux milliers de touristes qui fréquentaient jadis la vieille ville durant les vacances. La recherche de pierre-ponce, une activité qui s'exerce en toute illégalité sur la colline des Mamelles, une activité qui n'est pas sans risque et qui se révèle être même très dangereuse quand on sait que les pans de la butte peuvent à tout moment céder et provoquer l'affaissement de la colline. Les précisions de Mahamad Diène, géologue de profession, dans ce reportage signé Swadou Ndiaye. Une colline volcanique située à Ouakam, sur 100 mètres de haut, encore appelée Mamelle, du fait de sa morphologie. Au ras de cette butte se pratique une activité essentiellement commerciale, l'exploitation de pierre-ponce, utilisée pour la beauté des pieds. Ils cherchent à avoir ces genres de pierres qu'on appelle les pierres-ponces, que les bonnes dames utilisent pour leurs pieds. Et ça ne vaut pas la peine parce que vu tous les dégâts qui seront produits, la recherche de cette pierre-là, moi je ne vois pas pourquoi il cause tous ces dégâts pour avoir uniquement cette pierre-là. L'exploitation de la colline à des fins commerciales a fini de métamorphoser la façade qui donne sur la mer. La colline entamée par endroits présente des risques d'ordre environnemental. Et quand on combine ces fracturations plus les faciès qui ne sont pas consolidés, les facteurs qui peuvent agir, ça peut créer une certaine instabilité. Ça peut causer dans le futur d'énormes dégâts parce que c'est une zone qui est très instable géologiquement. L'État est appelé à réagir pour prévenir. D'abord d'interdire l'accès à ce site, à ces personnes qui exploitent cette pierre-ponce, dans un premier temps. Ensuite, mettre la gendarmerie pour surveiller le site, ce qui va nous permettre de préserver et dans un troisième temps, essayer de stabiliser cette zone. Un danger public qui existe depuis des années et pourtant très visible. Des pierres-ponces exploitées à des fins commerciales, mais avec des risques environnementaux très graves selon les spécialistes. Hors de chez nous, fin du suspense en RDC. Joseph Kabila a décidé de ne pas briguer un second mandat. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, qui sera le candidat de la coalition au pouvoir. Un long compagnonnage unit les deux hommes. Le récit est signé Fatiguien. Joseph Kabila désigne Emmanuel Ramazani Shadari comme son candidat à la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite aujourd'hui par le porte-parole du gouvernement congolais à quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers. Le dauphin du président Kabila est originaire de la province de Maniema, dans l'est de la RDC. Surnommé coup sur coup, cet ancien vice-premier ministre fait partie des personnalités congolaises frappées en 2017 par des sanctions de l'Union européenne pour entrave au processus électoral et violence des droits de l'homme. D'abord ministre de l'Intérieur, l'homme politique a été ensuite désigné secrétaire permanent du PPRD, parti de Joseph Kabila, en février dernier. Le président Kabila renonce à briguer un nouveau mandat. C'est la fin du suspense. Ramazani est au devant de la scène. Après une licence en sciences politiques administratives à l'université de Lubumbashi, Emmanuel Shadari a effectué un troisième cycle à l'université de Kinshasa où il obtient un diplôme d'études approfondies. Vice-gouverneur sous le régime de Laurent Désiré Kabila, gouverneur ensuite reconduit en 2001 par Kabila fils. Aujourd'hui, il est désigné candidat du parti présidentiel.
Et puis on a démarré avec le Dakar Arena. On terminera ce journal avec ce joyau qui est une aubaine pour les populations environnantes. Nombreux sont les Sénégalais qui ont été recrutés depuis le début du projet. Un recrutement provisoire que ces citoyens voudraient définitif. Reportage signé Mamadou Fall. Dakar Arena ne fait pas seulement le bonheur des sportifs. Les populations environnantes ont été également prises en compte. Nombreuses d'entre elles travaillent dans le site. Les infrastructures que nous gérons génèrent des emplois, déjà même au niveau, des chantiers. Des emplois directs et même indirects. Une aubaine pour ces travailleuses. Selon elles, les conditions de travail sont aux normes. Un mois et quelques, presque. J'ai fait ici 1 mois et quelques jours. Nous travaillons de 20h à 4h30 du matin. Nous n'avons pas le choix puisque nous travaillons pour subvenir à nos besoins. En plus, liggéey bi metti na mettiwul parce que suñu bopp la ñuy defaraat. ñoom macha allah nag wax dëgg fa neex yàlla ndax xam naa ne li ñuy fayee ko fii moom bu doon nit ku ñuul lu ñu ko fay. Nous sommes bien traités ici et nous percevons de très bons salaires. Le traitement est différent des autres. ak seeni employés macha allah. Mais leur crainte, c'est l'annulation de leur contrat. Leur souhait est de rester travailler pour subvenir à leurs besoins. Depuis que le ménage a commencé, nous sommes là depuis le début des travaux. Nous avons tout donné pour la construction de ce bâtiment. Nous exigeons des contrats car nous ne voulons pas quitter ici. 5 heures du matin. Kon nak bala ñu indi benen équipe ñu bàyyi ñu fi. Ñun mom suñu sañoon yé liggéey bi ni du mësa jeex té duñu ko mësa inaugurer. Dakar Arena est inauguré ce mercredi par le chef de l'État Macky Sall, un édifice conçu pour 14 disciplines sportives estimées à 66 milliards de francs CFA. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.